Deux beaux mecs, un vieux et un jeune. Voilà pour l'introduction. On nous raconte. Bienvenue. Ah bon, moi, c'est pour ça l'ambiance. Hein. Pour cet atelier donc sur diversité des savoirs et autonomie. Donc c'est une séance qui est consacrée à la diversité des savoirs, donc, mais aussi et surtout à leur transmission. L'idée, c'est de rentrer dans le concret de l'expérience de production de savoir et de leur valorisation, en travaillant le lien, en faisant le lien aussi avec la notion d'autonomie dont on a beaucoup parlé depuis hier, et donc l'impact des actions qui sont menées, qui vont être présentées sur l'autonomie des personnes. Ceci autour donc de 3 interventions. Le groupe Capacité qui est là, je pense. Ouais. Voilà. Moi, j'en ai trop. Et qui devait intervenir via une vidéo, mais finalement qui nous le font en direct live. Autour de la construction d'un site internet par et pour les personnes en situation de handicap intellectuel. Donc, Héloïse Poulain, ici présente, avec Anna, qui doit être en vidéo. Je ne sais pas si elle a réussi à se connecter. Elle n'est pas là. D'accord. Donc, autour de l'outil PhotoVoice sur l'influence d'un centre d'hébergement au sein d'un tiers-lieu, sur les capacités des personnes hébergées. Donc, c'est un projet qui s'appelle Coco Velten, que je le dis bien. Et enfin, Colline Goulard, qui est là, et qui interviendra sur la conférence de consensus contre la maltraitance et la prise en compte des différents savoirs dans cette expérience. Voilà, on est donc du coup sur des temps un peu courts quand même d'intervention. Si je ne me trompe pas, on est là pour 1 heure, même maintenant 55 minutes. Ouais. Pardon ? Non, là-bas, c'est 1h15, mais oui, on a commencé. Ouais. C'est jusqu'à 11h30. Hein. Oui. Ouais. 45. 11h45. Désolé pour les imprécisions. 11h45. Et cela veut présenter, pas la toute fois, tout le monde comprend, parce que souvent, quand tout le monde parle doucement, on comprend, et on va dire que la moitié du groupe ne comprend rien. Alors, si tout de même, cela présente, on comprend, et cela moi des trucs. C'est parti. Bah, du coup, on va partir dans l'ordre qui était prévu. Monsieur, sur un temps maxi de minutes. Est-ce que vous avez prévu ça? C'est parfait. La parole est à vous. Tout près du micro, là. Alors, qu'est-ce que capacité? c'est un groupe de travail d'auto-représentants. C'est aussi un site de pairs aidants fait et pour des personnes en situation de handicap intellectuel, mais aussi pour tous. Et c'est quoi être un auto-représentant? C'est des personnes qui se représentent elles-mêmes. Le slogan des auto-représentants, c'est rien pour nous sans nous. Ça veut dire qu'on est capable de prendre des décisions pour nous. Et pourquoi vous avez choisi le nom de capacité? Dans le mot capacité, il y a le mot capable et le mot cité. Cela veut dire capable d'être autonome dans la cité. D'accord. Mais que pouvez-vous nous dire de plus? On a choisi de faire des vidéos en facile à lire et à comprendre pour aider toutes les personnes. On souhaite que le site soit utile au plus de monde possible. Par exemple, les personnes qui ont du mal avec la lecture, les migrants, les personnes âgées et à tout le monde. Et c'est quoi le FALC? C'est un mode pour écrire plus facilement. Cela aide à mieux comprendre ce qui est écrit ou dit. Capacité, c'est aussi pour les professionnels. Par exemple, les assistantes sociales, les éducateurs ou les familles qui accompagnent les personnes en difficulté. Et vous parlez de quoi? Vidéo. Différents sujets. Quel sujet? Démarche administrative. Les droits et les devoirs. Information tutelle, curatelle, MDPH. Citoyenneté et vote, mais aussi l'écologie.
Et comment est venue l'idée de faire ce site Capacité? Il y a 3 ans, on s'est réunis pour faire un groupe de parole. Au bout de quelques réunions, on a décidé de partager nos expériences pour aider les autres. Au début, on voulait un site pour aider à faire les démarches administratives en ligne. Puis, on a ajouté d'autres informations utiles. Il existe plein de bonnes choses faites en facile à lire et à comprendre sur Internet. Mais on ne le sait pas. Capacité, c'est aussi mettre sur un seul endroit tout ce qui peut être utile. Est-ce que vous êtes une association? Ben non. Nous sommes un groupe de travail. On est tous bénévoles. Qui vous soutient? Non, non, Ah, c'est- non, 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 non. Comment cela fonctionne? On est un petit groupe, tout le monde participe et donne son avis. On laisse personne sur le côté. Tout le monde peut proposer des sujets et tout le monde participe à la rédaction du texte et aux enregistrements. Jean-Luc, combien faites-vous de vidéos par mois? 2 à 3 vidéos par mois. Qui propose le sujet? C'est le groupe. On en discute dans le groupe et on dit si ça nous intéresse ou non. Est-ce que vous parlez de tout? On ne veut pas parler de politique. On a fait plusieurs vidéos pour les élections. Par exemple, comment faire pour s'inscrire, comment ça marche, pourquoi voter, mais on n'a jamais parlé des programmes électoraux. Donc, c'est vous qui proposez des sujets, mais comment vous les choisissez? On peut proposer des sujets parce qu'ils nous intéressent, parce qu'on a des difficultés et qu'on veut travailler dessus, parce qu'un collègue ou une collègue ou une autre personne nous a demandé de faire une vidéo sur un sujet précis. Est-ce que vous êtes un groupe autodéterminé? Oui, Autonome. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'on est seul à décider de quoi on parle et de la manière d'en parler. Sinon, c'est nous qui décidons des sujets. On a réfléchi aussi à la manière de faire le site. Par exemple, à la taille des boutons pour que ce soit facile pour cliquer, à la couleur pour être bien vu par tout le monde, à la manière de classer les vidéos. Est-ce qu'on a le droit de se tromper? C'est pas grave. Et quoi d'autre? On a décidé au début de Capacité des valeurs qu'on voulait défendre. Par exemple, on voulait que notre site soit pour tout le monde, quelles que soient ses difficultés. On voulait rendre des comptes à personne. On voulait que notre site soit gratuit et sans publicité pour ne pas déranger ou influencer les personnes. On voulait défendre l'autonomie et la sécurité de tous. Et puis, on voulait aussi avoir une démarche écologique. Une réunion, ça se passe comment concrètement? On va sur Internet pour chercher des informations. On invite des experts. On leur demande de parler simplement. C'est pas fait ici, par contre. Qui écrit le contenu? Ah oui, c'est bon, pardon. C'est nous. On écrit en facile à lire et à comprendre. L'un d'entre nous propose une phrase et tous ensemble, on la valide. Ou bien, on la simplifie encore jusqu'à ce que tout le monde soit d'accord. Avant, c'était plutôt les accompagnants qui proposaient les phrases et nous demandaient si c'était simple. Maintenant, c'est l'inverse. Par exemple, la dernière fois, ils sont partis acheter le repas, il faut bien manger, hein. Et pendant leur absence, on a fait un tuto sur Doctolib. Doctolib, c'est ça? On a regardé le site, on a écrit tous ensemble le texte qu'on voulait dire, on l'a simplifié et après on a demandé si elles trouvaient ça simple.
Et une fois le texte écrit, Je demande qui est d'accord. on tourne. Tout. Chacun de tout. Lorsque l'un d'entre nous a du mal, on l'encourage. C'est important que tout le monde participe. Ah oui. N'oubliez pas, on a des petites raquettes à vous donner si vous voulez à la fin. Hein. Voilà, parfait. C'est gratuit. Merci beaucoup. Merci pour l'intervention. Il y a plein de questions de réaction possibles. Je propose qu'on enchaîne les trois interventions. Gardez bien vos questions. Oui, là, moi, je ne sais pas aller, je ne sais pas écrire. Et tout ce que je ne peux pas faire, c'est vite, c'est ça. Et moi, je vous dis, voilà. Vous dites, pensez de tout ce que vous pensez, vous les aider, et vous dites à la fin que ça fait mieux, parce que si on fait à la fois, on va pas du temps, et les 3 heures vont passer, il va peut-être pas passer. Alors, c'est mieux. Et peut-être aussi d'aller truc, il y en a un qui peut répondre pour eux aussi. Voilà. Deuxième intervention sur le projet Coco Velten. Bonjour, Coco Weekend. Anna, est-ce que tu es avec nous? Oui, je pense. Oui, on t'entend. Du coup, je te propose de commencer. Oui, d'accord. En fait, je m'appelle Petrosia Nana et aujourd'hui, on vous présente notre projet qui s'appelle Photo Voice sur l'influence des Coco Velten sur la capacité des résidents. Et tout d'abord, Coco Velten, c'est un projet social qui propose. Vous m'entendez bien? Très bien. Ah ouais. Et c'est un projet social qui propose à peu près 40 ateliers bureaux, 4000 carrés d'espace public comme les cantines, la halle, les toits terrasses, etc. Et 80 places d'hébergement sur le long terme pour les gens sans abri. Voilà. C'est bon, Anna? Ouais, ça c'est bon. D'accord. D'accord. En fait, il nous avait été demandé lors du Photo Voice, il nous avait été proposé, nous les résidents, de prendre des photos. Il nous avait été proposé, encore plus fort. Il nous avait été, pardon, c'est mieux. Il nous avait été demandé à nous les résidents de prendre des photos des lieux de vie et des photos en dehors de nos lieux de vie. Et on a pris des photos un peu partout, du positif, des négatifs, et en dehors des lieux de vie de Coco Velten. Après, on se réunissait, nous tous, on sélectionnait les photos et on les a classées par thème. Donc, la question était de savoir comment ces photos peuvent, en fait, les photos qu'on devait prendre en dehors de Coco Velten, c'était des photos où on aimerait être, comment on aimerait vivre après Coco Velten. Donc, chacun d'entre nous essaie de prendre des photos des espaces vraiment comme tu aimerais bien être. Et après, la question était de savoir comment, après Coco Velten, comment Coco Velten pouvait nous accompagner dans ce futur cadre qui pouvait être notre lieu de vie. Voilà. Et entre-temps, il était question, est-ce que les résidents que nous sommes pouvions le faire de nous-mêmes? Est-ce qu'on aurait besoin d'un accompagnement administratif par rapport à Coco Velten? Donc, il a été révélé que certains d'entre nous étaient dans la capacité de pouvoir le faire. Il suffisait juste d'être guidé par nos référents, en l'occurrence, parce qu'on a des accueillants, on a des assistants sociaux, on a toute une équipe qui est bien organisée pour nous accompagner. Voilà. Et après, il y a eu des thèmes qu'on a pu développer par rapport à Photo Voice. Et aujourd'hui, il en ressort que oui,
Coco Velten, plus ou moins, peut nous accompagner. Et plus ou moins, pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de résidents qui sont autonomes. Beaucoup sont autonomes. Ils ont juste besoin, voilà, qu'on leur dise comment fonctionne un peu la France. Voilà. Et il y a beaucoup de manquements aussi dans cet accompagnement. Manquement, point d'interrogation, il est dû à quoi? On ne sait pas très bien, mais sauf que en tant qu'immigré, vivre dans un pays qui n'est pas le tien, tu auras toujours besoin d'un tiers pour pouvoir te dire on fait comme ça, ou tu as besoin d'un tiers pour, de toute façon, on a toujours besoin d'un soutien. Et à la fin, ce soutien, on ne l'a pas vraiment. Voilà. Et d'où la problématique réelle maintenant. Anna, est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur le Photo Voice? Oui, ton micro est fermé si tu veux parler. Oui, pardon. Ouais, non, rien à ajouter, tout ce qu'Ada, on est d'accord? Tout ce qu'Ada, elle a dit. Alors du coup, moi, je vais continuer. Je vais vous donner une vision plus éloignée parce qu'en fait, donc moi, je suis à la base, donc je suis Héloïse Poulain. À la base, je suis ergothérapeute et là, je suis en doctorat de santé publique à Coco Velten. Et donc, c'est dans ce cadre-là que j'ai coordonné, facilité la recherche action participative Photo Voice, auquel Ada et Anna ont participé en tant que co-chercheuses. L'idée de Coco Velten, alors Coco Velten, c'est un projet qui est né dans le but d'avoir une orientation rétablissement, à la fois dans le sens où c'est un lieu hybride, comme ce qu'a dit Anna tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a à la fois un centre d'hébergement pour des personnes qui n'ont pas de domicile et à la fois des ateliers bureaux, des associations diverses et variées qui apportent de la culture. Il y a des gens de l'économie sociale solidaire, il y a des équipes aussi, il y a l'équipe Mars qui est une équipe mobile psychiatrie précarité, mais qui se définit plutôt comme une équipe de santé communautaire. Et il y a des espaces communs qui sont inclusifs. Donc, par exemple, la cantine, ce que tu disais, Anna, tout à l'heure. Il y a le toit terrasse. Voilà. Il y a plein d'endroits qui sont ouverts à tout le monde, ouverts tous les Marseillais. Donc, le projet se déroule à Marseille. Et donc, l'idée, c'est un peu que ce projet Coco Velten puisse offrir des opportunités aux résidents et aussi en fait, un peu à toutes les personnes, à tout l'écosystème, à toutes les personnes qui sont à l'intérieur de Coco Velten. En sorte d'échange que chaque personne puisse s'entraider. Ce qui est ressorti du Photo Voice aussi, alors le Photo Voice, c'était une étude qualitative, ça veut dire qu'on va chercher du sens, contrairement à une étude quantitative, où ça veut dire qu'on va chercher des chiffres. Donc, c'est une étude qualitative, mais ce qu'on a quand même pu remarquer, c'est que... Alors, d'abord, je vais vous parler de ce que c'est la capabilité, parce que c'est un mot qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. Et comme ça, la ConfCap, elle parle de l'autonomie, c'est intéressant de vous parler du concept de capacité. La capacité, pour faire très simple, c'est l'ensemble de toutes les choses que les personnes peuvent réellement faire ou être. Donc, pour faire ou être réellement quelque chose, il faut à la fois avoir le droit de le faire, la liberté de le faire. Donc, les droits et les libertés, ça va être défini par la loi. Ça va être défini, par exemple, à Coco Velten par le règlement intérieur. Ça va être défini par les règles, les normes sociales, voilà, par les normes sociales. Il faut que les personnes elles-mêmes aient les capacités, les habilités de faire les choses, de faire des choix aussi. Et il faut que l'environnement offre des ressources, des opportunités aux personnes pour que ce soit adapté, que les personnes puissent faire leurs activités comme il et elle le souhaitent. Donc, quand on a fait l'analyse du Photo Voice, ce qu'on a remarqué, c'était en termes de liberté, déjà, c'est ce qui est ressorti, vous me corrigez si je me trompe, mais c'était qu'il y avait plus de liberté à Coco Velten que dans les autres centres d'hébergement, parce qu'il faut savoir qu'une des grosses problématiques qui bloquent les personnes qui vivent en centre d'hébergement en général, c'est le fonctionnement de la structure, c'est-à-dire qu'il va y avoir beaucoup de choses qui vont être interdites et pas beaucoup de choses qui vont être possibles, donc les personnes ne vont pas pouvoir gérer leur journée, gérer leur parcours comme elles le souhaitent. Effectivement. Donc, à Coco Velten, il y a quand même un peu plus de liberté que dans d'autres centres d'hébergement.
Mais il reste quand même il y a quand même des limites. Par exemple, les résidents ne peuvent pas inviter de la famille à dormir. Mais ils peuvent la journée, les visites sont autorisées, ce qui n'est pas le cas dans tous les centres d'hébergement, mais pas à dormir, par exemple. Ensuite, souvent, alors je parle de ça parce que c'est intéressant, dans le travail social, souvent on pense, donc aujourd'hui c'est un peu en train de changer, bon, je vais très vite. C'est un peu en train de changer, mais on croit qu'il y a des personnes qui ne sont pas capables d'habiter. Donc là, j'imagine qu'à Cap Droit, on est tous un peu d'accord pour dire que non, il faut d'abord mettre les personnes dans un logement avant de les faire évoluer. Mais l'argument, c'est aussi de dire qu'il faut entraîner les personnes à savoir habiter. Et en fait, ce qu'on voit dans le Photo Voice, c'est que le centre d'hébergement, donc c'est semi-collectif, voire collectif, parce que les ménages, donc une famille de 5 personnes peut être dans la même chambre et partager tout le reste des espaces communs. Et en fait, ce qu'on a pu montrer, c'est que le centre d'hébergement, ça ne favorisait pas le savoir habiter dans le sens où les personnes, au contraire, elles apprenaient pas à être propres, mais plutôt qu'elles restaient dépendantes je ne sais pas, peut-être de la structure et tout. Dépendant, ou même en termes de propreté, souvent dans le savoir habiter, il y a cette question de savoir entretenir un logement, et on se rendait compte que ça fait l'effet inverse. Au contraire, les personnes, elles entretiennent moins. Elles n'entretiennent pas du tout. Ou pas du tout. Et après, le gros apport, c'était aussi de voir que, par contre, Coco-Velten amenait énormément de ressources, d'opportunités. Des opportunités d'activité, des opportunités de rencontres, de personnes qui peuvent nous aider dans le parcours. Voilà. Donc ça, c'était un des bons points de Coco-Velten, c'était qu'il y avait énormément de ressources pour les personnes. Je ne sais pas, Ada, si tu veux témoigner. Non, ça va. Ressources, ouais. Voilà. C'est bon? Merci beaucoup. Je sais pas si c'était clair. Merci. Sur son site. Voilà. Moi, je pense qu'on peut retourner. Ça veut dire, vous venez là. Oui, comme ça pour le micro. Je peux enlever le masque aussi, peut-être. Donc, bonjour à tous. Moi, je suis Colline Boulard. Je travaille à la Direction générale de la cohésion sociale et je vais vous parler d'un sujet un peu particulier, donc de la démarche de consensus national qui a été mis en place pour élaborer un vocabulaire sur la maltraitance. Donc, moi, j'ai oublié de le dire, je suis chargée de mission lutte contre la maltraitance. Et donc, on est parti en fait d'un postulat. Non, peut-être pour replacer le contexte, donc la démarche, elle est issue, elle est pilotée par une commission nationale de lutte contre la maltraitance et de promotion de la bientraitance qui a été installée en 2018. Et donc, cette commission a mis en place un programme de travail dont le premier était de se dire, on n'a pas un langage commun de ce que c'est que la maltraitance. C'est un sujet qui est complexe parce qu'elle survient dans des lieux différents, que ce soit en institution, à domicile, qu'elle peut prendre des formes multiples et avoir aussi des échelles de responsabilité différentes parce que ça peut être un individu, mais aussi une institution. On parle de maltraitance institutionnelle également. Et donc voilà, chacun avait son langage et ce défaut de référence commune finalement empêcher de vraiment identifier ce que c'est qu'une maltraitance et aussi de pouvoir se coordonner en tant qu'acteur pour dire comment on répond, comment on traite, comment on répond aux risques et aux situations qu'on rencontre. Donc, partant de ce postulat-là, une démarche de consensus s'est mise en place et en fait, je vais vous parler non pas du vocabulaire en tant que tel qui a été construit, mais vraiment de ce qu'a apporté la démarche de consensus. D'abord, c'est une démarche qui s'est étalée sur un temps assez long, donc de décembre 2019 à janvier 2021, et qui a eu l'atout en fait de mobiliser une pluralité de savoirs et d'expériences. Il y avait à la fois des personnes concernées, donc dans tous les champs, parce que ce vocabulaire de la maltraitance, il concerne à la fois les publics de l'âge, du handicap et puis de l'enfance aussi. Donc, on a essayé de regrouper vraiment tout le monde. Et donc, il y avait des personnes concernées, le secteur associatif, mais aussi des institutions
que ce soit au niveau national, donc la justice, les affaires sociales, le ministère de l'Intérieur, mais aussi les professionnels de terrain, les conseils départementaux, les agences régionales de santé. Voilà, donc tout le monde était vraiment autour de la table et dans les 3 champs. Cette démarche de consensus, elle s'est élaborée en 3 étapes et 3 groupes. Il y a eu d'abord un groupe de pilotage, donc c'est les rédacteurs qui ont proposé une première définition de la maltraitance et une caractérisation des différentes formes qu'elle peut prendre. Et donc, ce groupe de rédacteurs, c'était une vingtaine de personnes, encore une fois représentatives de tous les champs et de tous les acteurs, qui a proposé à un groupe, on dit de cotateurs, c'est un peu technique, mais en fait, c'est une quarantaine de personnes, pareil, représentatives, qui, eux, ont voté, en fait, sur chaque phrase du texte en disant bah, là, oui ou non, je suis d'accord ou pas, et en disant pourquoi. Et à chaque fois, il y a eu une réunion, en fait, d'échange, de dialogue sur pourquoi tel point faisait controverse. Par exemple, est-ce qu'on parle de personnes vulnérables ou de personnes en situation de vulnérabilité ? Est-ce que la maltraitance, c'est la même chose que des violences, par exemple, ou est-ce qu'elle s'inscrit dans une relation particulière d'accompagnement? Voilà, donc tous ces points-là qui ont été débattus en fait pendant 1 an avec ce groupe de pilotage, ce groupe de cotation, et puis à la fin, ça c'était en septembre 2020, des débats cette fois-ci beaucoup plus élargis. On avait aussi des ordres professionnels qui étaient là, des syndicats, enfin, je crois que c'était à peu près 200 personnes sur une dizaine d'ateliers, à chaque fois sur des points qui questionnaient un peu dans la définition qui était proposée. Donc, il y avait certaines personnes d'ailleurs dans la salle qui étaient présentes lors de ces débats. Et ça a permis en fait de vraiment nourrir en fait ce vocabulaire de la maltraitance qui était proposé et susciter un large consensus, en fait, une large adhésion. Donc, c'est vraiment l'atout de la démarche, à la fois du dialogue, de l'écoute, du temps long et de la co-construction. Ce vocabulaire, donc, je l'ai ici, mais en fait, avec le Covid, je ne pense pas que je puisse le faire passer, mais il est disponible. En tout cas, je pourrais vous envoyer sur le site du ministère. Et surtout, en fait, ce qui est important, c'est que le but de ce vocabulaire, c'est, je l'ai dit, d'avoir un langage commun, d'aider à identifier les maltraitances, mais aussi de pouvoir nommer pour mieux combattre. Et donc, d'avoir un langage qui soit accessible à tous. Et donc, l'idée maintenant qu'il a été construit, ce vocabulaire de la maltraitance, c'est de le diffuser largement, mais surtout de se l'approprier et de se dire qu'il n'est pas figé dans le temps, qu'on a prévu une révision de ce vocabulaire dans 3 ans, à partir des retours qu'on aura reçus, des retours divers, hein, à travers, on organise, là comme aujourd'hui, des présentations en fait, à travers tous les territoires. On a prévu aussi une communication en FALC, également à travers des vidéos, enfin, une diffusion assez large et surtout de demander à chaque personne qu'on rencontre, ce qu'il pense du vocabulaire et concrètement, est-ce qu'il représente bien la réalité, est-ce qu'il aide à identifier les situations de maltraitance et surtout à y trouver des réponses. Donc voilà, il y a également, vous pourrez aller voir sur le site internet, toute une partie note en fait à la fin du vocabulaire où voilà, les retours sont possibles. Donc voilà, c'était à peu près ça. Je suis allée assez vite finalement, Super, mais je laisse le temps aux questions. Merci beaucoup pour les 3 interventions. Bon, là, s'il y avait des trucs à demander, c'est le moment. Et avec la main levée, ça fait parce que si tout le monde m'entend, ça ne va pas aller. Les 3 sujets, il y avait des trucs qui vous intéressaient ou quoi? Je ne sais pas si vous comprenez. Je vous demanderai juste de parler bien fort du coup pour les gens à distance, s'il vous plaît. Si quelqu'un veut lancer le débat, moi je retiens simplement des 3 présentations. Il y a quand même une question, alors surtout aussi sur la première intervention. Moi, en fait, je me rends compte que je ne me suis même pas présenté, je m'appelle Louis Bourreau. Je suis chercheur et je travaille notamment sur l'accès au droit et les non-recours au droit. Et donc, cette question, elle était très présente. Je pense que c'est peut-être un fil qu'on peut tirer. Un autre aussi, les 3 démarches, il y a quand même des enjeux autour de la citoyenneté, de la participation. Aussi, ce que j'en retiens, c'est qu'à chaque fois, on peut s'approcher de démarches de recherche
différentes de ce qu'on peut appeler de la recherche participative ou avec des outils différents, mais à chaque fois avec un enjeu fort, et notamment pour vous, de la diffusion, et que ça ait des effets sur la vie des gens, quoi. Donc, je pense que voilà, quelques fils peut-être qui peuvent être tirés, mais j'imagine qu'il doit y avoir... Mais c'est pas ça que j'ai remarqué à sa fois. Bon, on s'est fait pas mal de trucs, mais pas plaisir aussi. Je suis handicapé mental, c'est un retard. C'est pas expliqué. C'est que j'ai remarqué, n'importe quel sujet où vous travaillez, c'est les mecs au bas, faire connaître l'handicap, faire connaître les abattus, faire connaître, je trouve, Photo Menton, je ne sais pas comment ça s'appelle ça. Photo Voice. Photo Voice, c'est que, mais c'est, le nom n'est pas vrai, c'est toi le mec au bas. Et ça, c'est important. Alors, même si on va lire comment on va lire tout ça, c'est pas voilà, c'est que dedans, on peut prendre des trucs et se servir. Ça, c'est important aussi. Moi, c'est vrai, j'ai fait beaucoup de trucs de réunion handicap, tout ça. Ben, toutes les idées ont donné, vous avez prenez, et tout qu'on donné, vous prenez. Là, on va dire, les cadeaux ont fait avec cas droit, c'est intéressant. Après, vous partez aussi avec une richesse pas mal, avec des autres idées, pas mal de trucs. C'est important. Bon, après, on attend les réponses, les trucs à monter. Ou des réactions, ou des questions Voilà. de réagir. Oui, c'est sûr. Ça définit la capacité par rapport à l'économie, mais excusez-moi, Ah, tu peux pas soupçonner. Comment? Ah, tu peux plus fort. Ah oui, ok, c'est d'ailleurs dans les échanges. Ouais. Est-ce que tu pourrais préciser, parce que tu as défini la capacité, mais est-ce que tu pourrais préciser la différence que vous y faites? Parce que tu as donné une définition, et tu l'as opposée à l'autonomie, et est-ce que tu peux en dire plus sur cette opposition? Alors moi, je ne suis pas une experte de l'autonomie, mais ce que j'ai appris par mon parcours, l'autonomie, c'était plus centré sur le fait que la personne fasse le choix. Alors que dans la capacité, la capacité, à la base, ça a été inventé par Amartya Sen, qui était un économiste qui a été prix Nobel d'économie, parce qu'il a dit qu'il fallait arrêter de regarder le développement des sociétés, des systèmes par le PIB, mais au contraire parce que les gens étaient réellement libres et capables de faire. Et donc, la capacité, elle permet d'avoir aussi une vision à la fois de justice sociale et de qualité de vie, dans le sens où elle prend aussi en compte l'environnement, comment agit l'environnement par rapport à la personne. Et Amartya Sen parle de facteurs de conversion, mais en fait, c'est comment on rend effectif, comment on rend effectif les droits qu'ont les personnes, parce qu'on dit on a le droit au logement, mais concrètement, quel est le réel droit des personnes? Que peuvent réellement faire les personnes? Donc, ça va être une vision un peu plus complexe, en tout cas, par rapport à la vision que j'ai de l'autonomie. Et quand j'ai assisté aux conférences hier, et je me rends compte que la définition, elle évolue de plus en plus et qu'elle s'élargit, qu'elle prend de plus en plus de choses en compte. Mais effectivement, la capacité, ça permet d'avoir un modèle pour analyser un système complexe. Voilà. Je ne sais pas si c'est clair. Réaction, question? Oui. Karen. En fait, le vocabulaire partagé, les questions de maltraitance, sur la question adressée à Madame Moula. En fait, je voudrais savoir pour quelle mesure on pourrait participer ou non, en tant que personne concernée, à la diffusion de ces documents, parce que sur les retours, je me demande qu'il pourrait être difficile des personnes de faire des retours, et peut-être que nous, on a un rôle à jouer pour faire en sorte que ces documents soient accessibles. Oui, je pense que c'est très important en même temps, c'est vrai que c'est assez difficile. Je pense qu'effectivement, il faut pouvoir passer par des personnes concernées qui sont peut-être aussi mobilisées dans des instances
au niveau national pour pouvoir capitaliser tous les retours qui peuvent se faire, je ne sais pas moi, dans des conférences domicile ou dans des établissements pour voilà, nous faire remonter en fait tout ça. Et après, c'est un travail de synthèse et de prise en compte de toutes ces remarques en fait, pour pouvoir modifier le vocabulaire. Je pense aussi que la démarche du consensus n'est pas terminée parce que j'ai parlé, je devance peut-être les choses, mais j'ai parlé d'une possible révision du vocabulaire dans 3 ans. Je pense qu'à ce temps-là, à ce moment-là, il faudra qu'on recommence ce travail-là où on a mobilisé finalement plus de 500 personnes, ou après toute la communication en palc, en vidéo, à travers tous ces réseaux, on prendra un temps où il y aura encore ces débats, où les personnes concernées également pourront participer comme elles l'ont fait dans la construction. Il faut qu'elles soient là à chaque étape. Mais c'est vrai que je posais la question parce que dans notre réseau, les personnes concernées, très peu de gens ont été informés. Aujourd'hui, je trouve que c'est une vraie question de permettre ce recrutement. Il y a une question ici. Oui, moi, j'avais une question sur, on a bien vu dans les 3 projets l'importance du travail de co-construction, de débat, de réflexion, enfin vraiment qui a été présenté. Du coup, moi j'avais une question à Dakila, Anna, sur comment elles ont eu une place de co-chercheur, parce que ça a été évoqué, comment ça s'est concrétisé, tu connais peut-être un peu moins de précision là-dessus. En fait, le sujet nous a été proposé, voilà, on nous a fait des propositions, est-ce que vous pouvez accepter ou pas? Donc, on a accepté. Chacun d'entre nous a commencé à faire ses recherches et je pense que cette recherche nous a beaucoup édifié en ce sens qu'on a relevé beaucoup de manquements dans le fonctionnement de CocoVelten, en fait. Et voilà, on s'est dit comment on peut amener CocoVelten à pouvoir nous aider, à pouvoir à devenir autonome. C'était un peu ça nos attentes de ce projet. C'était ça nos attentes. D'accord, mais concrètement, dans la recherche, par exemple, sur capacité, c'est un outil qui vous a été donné pour aller vérifier différents endroits. Du tout, on était libre de filmer des douches qui sont sales, qui sont inondées, de filmer des toilettes. Une toilette, par exemple, la femme de ménage qui vient de faire, parce qu'il y a une femme de ménage qui fait le ménage qui vient de faire, et que quelques minutes après, que c'est sale, parce que comme ce sont des endroits communs, voilà, quelques minutes après, c'est sale. Donc, tout le monde était libre de pouvoir filmer ce qu'il voulait. Alors moi, je voudrais rebondir simplement aussi, peut-être, pour faire réagir aussi capacité, parce que je trouve qu'il y a une question de l'effet de la recherche aussi, parce que là, il y a une recherche qui mène quand même auprès de la structure à dire, voilà, exprimer des choses, des critiques, etc. Je vais voir éventuellement comment ça a été pris, et aussi à votre niveau à vous, de voir est-ce que vous avez une vision des effets qui sont produits par le site, des gens qui l'utilisent, du nombre de personnes peut-être, et puis est-ce que vous avez des retours de... Pardon, donc, oui. Pardon. Oui, alors oui, on a eu des retours parce que, alors, on ne s'est pas présenté, on va peut-être se présenter vite fait. Moi, je suis Frédéric, je suis père aidant, je connais Eve d'ailleurs de la conférence de Rennes maintenant. Voilà, père aidant, et je travaille aussi en ESAT. Donc, on a eu des réactions par rapport à nos collègues de travailleurs, j'appelle mon travailleurs handicapés, qui nous ont dit que ça les aide dans leur démarche en fait aussi, parce que beaucoup ne sont pas sous curatelle ou tout ça, et ça aide à faire les papiers. Et puis on a des chiffres aussi sur YouTube, il y a tous les chiffres qu'on peut trouver sur notre site. Ils vont augmenter après la conférence hein, pour aller voir. Tout le monde sur les smartphones. Voilà, c'est ça. Et il y a aussi les personnes de soutien, nos familles qui parlent de ça aussi, parce que n'empêche, on fait un peu de pub aussi. On est invité par Loïc, oui, voilà.
Loïc en webinaire. Donc voilà, on commence à être un peu connu. Un tout petit peu. Après, j'ai fait parce que automatiquement, c'est avec, comment ça s'appelle, avec les appuis, comment ça va, parce qu'automatiquement, vous demandez des permissions pour quitter le travail pour venir ici. Ah oui, c'est la bonne question. Oui, c'est le débat qu'on a eu dans le train pour venir ici. Quand on quitte le travail, comment on fait? Ben, c'est la bonne question. On a des reproches souvent parce qu'on est quand même sollicité pour plein d'événements. Donc, on n'est pas au travail, mais on nous aide. En fait, on est bénévole ici, donc on est quand même payé par notre entreprise parce que ça, on ne perd pas de salaire quand on fait les déplacements et tout ça. Ça, c'est l'ADAPEI qui nous a décidé de garder notre salaire. Donc, ça, c'est bien déjà. Et puis, sinon, on est soutenu par la Fondation de France aussi qui nous aide à venir ici. Sinon, on n'aurait pas pu venir ici. Voilà. Aussi, mais je dis tous les partenaires qu'on a aussi. Ma question était la même que celle de Louis, à savoir, est-ce que vous avez des retours d'autres personnes qui ont Merci. Et peut-être, j'en profite, je vais une seconde remarque, c'est plutôt à destination de madame des GCL. Je trouve que c'est intéressant ce que vous proposez d'un travail en commun sur les mots, les termes, qui doit permettre en quelque sorte de reconnaître ou de repérer des situations de maltraitance. Là où je suis un peu, donc Jennifer, je suis enseignante-chercheur ici à Lyon 2. Là où je suis un peu, ça m'interroge en quelque sorte, c'est que voilà, dans nos pratiques, on est aussi en contact avec des personnes concernées, des établissements, des professionnels qui vivent des situations de maltraitance. Et en fait, pour moi, la vraie question, c'est qu'il n'y a aucun contact affiché qui existe vraiment et qui fait qu'à un moment donné, il y a une vraie porte d'entrée qui permet de dire au secours, on rencontre telle situation. Voilà, donc, une fois qu'on a bien repéré des situations, et il y en a qui existent malheureusement, l'affichage, la possibilité d'être en contact avec un dispositif, quelqu'un qui va répondre, qui va permettre d'orienter, ça n'existe pas. Et à mon avis, il y a quelque chose, ça je rejoins complètement en fait. Non, complètement. Et en fait, ce vocabulaire, c'est bien qu'il ne prenne pas. Parce que l'idée, c'est bon, déjà, on s'accorde sur ce que c'est. Et puis, comme ça, après, on peut travailler ensemble et améliorer les dispositifs. Parce que oui, c'est que la première étape, le gros du travail ensuite, c'est d'avoir un dispositif de signalement, d'aide aux victimes. Alors, il y en a, hein, il y a des numéros, il y a le 3977 qui est pas très connu, il y a le 119 pour l'enfance, mais après, il y a plein d'acteurs qui travaillent tous dans un même but, mais qui ne travaillent pas forcément ensemble. Et du coup, on a vraiment quelque chose à jouer là-dessus. Et c'est vraiment les prochaines étapes. Là, par exemple, j'en ai pas parlé parce que ce n'était pas le propos, mais on va mettre en place dans le cadre de la commission une recherche-action aussi. C'est pour ça que je serais preneuse aussi des manières dont ça s'est passé sur les territoires, la recherche-action participative. Parce qu'on essaye de mettre ça au niveau national en place. Là, pour le coup, avec des chercheurs et puis avec des professionnels de terrain, chacun venant présenter un dispositif de coordination, de traitement des alertes et de réponses en disant, à partir de tous ces dispositifs présentés, quelles sont les clés de réussite et d'échec aussi, qu'est-ce qui fait qu'on travaille ensemble, et du coup, ensuite, d'avoir un espèce de guide de bonne pratique pour pouvoir un peu renforcer tout ça. Et après, il y aura tout le travail sur les contrôles, sur les situations de maltraitance aussi, sur comment... Voilà, je pense que là, je ne sais pas comment on peut afficher un point d'entrée, en fait. Une personne, un gérant, un pilote, en fait. Parce que, du coup, quand on est, je pense, à bien des gars en tant que professionnel, interpellé sur la situation, en fait, quand il y a le feu, on sait où appeler les pompiers, mais quand il y a une maltraitance, on ne sait pas où appeler. C'est ça qu'on est en train de dire. Ah, tu peux pas appeler les pompiers, là. Et les pompiers ne répondent pas là-dessus, c'est vrai. En plus, pour les personnes majeures. Parlez un petit peu plus fort, s'il vous plaît. Il n'y a pas le numéro assez communicatif pour
pour, en cas de danger, en cas de danger, à quel numéro on peut s'adresser. Exactement, c'est ça. Il y avait ici une question. Oui, j'ai participé au débat, c'est particulièrement intéressant avec l'idée que même avant le numéro, avant d'agir, ce qui est intéressant aussi, c'est d'interroger le langage pour interroger les représentations et s'autoriser aussi à venir questionner les actes qui peuvent être posés. Aujourd'hui, on a parfois de la maltraitance est normalisée dans certains établissements. On ne s'autorise même pas forcément à dire que c'est pas normal. On ne s'autorise pas forcément à interroger les pratiques. Et avant même d'agir, je crois que ce mouvement-là de réflexivité sur les représentations est important. Mais ça ne peut pas être dissocié des pompiers de la maltraitance. Et c'est pour ça aussi qu'il faut aussi, quand on plaint la famille ou la femme ou c'est pareil, quand on plaint, la femme se fait battre ou une famille se fait plaindre, il faut aussi les gendarmeries ou des flics, même n'importe qui, les courants, il prend la plainte. Parce que si il y a beaucoup, cette année, il y a eu pas mal de morts. Pourquoi? Parce que les plaintes-là, il n'est pas pris. Il est pris, c'est trop tard, soit la famille, la personne est cramée, ou soit est décédée. Alors, automatiquement, c'est trop tard. Et après, on le juge. C'est que c'est bien le juger, mais tout il faut juger aussi le temps, parce qu'automatiquement, l'État ne met pas assez de moyens à 11 ans. Et là, j'ai trouvé tout le monde dit, c'est à mon côté centre, on va ouvrir un centre pour les hommes battus, pour les femmes ou les enfants battus, parce qu'on a pas mal aussi d'enfants battus. C'est prévu de faire un centre spécial pour les enfants, quoi. Et pas donner l'adresse non plus au mari. Pas encore, en tout cas Oui, pas c'est comme vous. ça. Là, le travail, c'est vraiment aussi de… Par exemple, en protection de l'enfance, il y a quand même des dispositifs bon, après, qui sont perfectibles aussi, mais qui existent. Là où dans le champ des adultes, il n'y a finalement pas ces mêmes schémas, en fait. Il y a des structures quand même de protection mises à l'abri. Voilà, et du coup, c'est travailler vraiment là-dessus. Mais vraiment, effectivement, la difficulté, c'est que c'est quand même un sujet qui est complexe à identifier. Et effectivement, il y a des situations banalisées. On considère des petites maltraitances, mais en fait, qui n'en sont pas. Il y a des choses aussi qui relèvent de, par exemple, de l'organisation d'un établissement. Quand on fait lever tout le monde à 6 h du matin en prenant des douches très rapidement pendant 15 minutes, et ce n'est pas forcément de la faute des professionnels. Donc, il y a vraiment tout un travail on se pose et puis on parle de quoi. Et puis ensuite, comme ça, on pourra créer ces dispositifs, travailler avec la justice et améliorer tous ces référents et ces circuits de signalement. C'est là où je fais un lien aussi avec notamment la présentation de capacité, hein, dans l'effort qui est fait justement d'orientation vers les personnes, que les personnes réalisent la situation, en fait, et puis du coup leurs droits, et notamment que ce soit voilà, le droit à la protection, le fait de droit trouver en termes de maltraitance, et du coup ça fait un prochain sujet pour vous. Oui. Ben, j'ai noté. Oui. Oui, et puis après, on parlait sur les carrières de maltraitance, on parlait à quoi et à qui appeler pour une maltraitance. Mais il faut nous souligner aussi à une école de maltraitance, c'est que les personnes, j'ai cité entre les parents, les foyers, machin, ce qui n'était pas toute la maltraitance. Ils ont, comment dire, ils ont un pouvoir aussi d'influencer les personnes. Après, les personnes maltraitées, elles ne savent pas trop comment, où ça se diriger. C'est peut-être pas clair dans ce que je dis, mais elles ne savent pas trop quoi faire parce que ces personnes-là qui pratiquent la maltraitance, bah non, tu ne peux pas, voilà, elles ont une emprise assez forte, elles savent où ça y aller, où ça faire son maltraitance et sur quelle personne. Là, je vais faire mon emprise là parce que la personne ne pourra pas se défendre. Et le danger, il est de la personne, le danger dans les
personnes qui pratiquent, ben oui, c'est un danger aussi pour la personne. Non plus, c'est pas bien. Quand vous dites où ça, je vous tournez à ce moment-là, mais la personne va dire, bah oui, mais moi je vais faire tout parce que voilà, c'est un peu compliqué aussi dans ce sens-là. Et puis je pense qu'il y a une zone de flou, enfin après du coup, je n'ai pas encore lu les travaux, mais sur la notion de maltraitance, et du coup, il y a aussi une série de choses, notamment dans la maltraitance institutionnelle, qui est difficile à qualifier, parce que même pour les professionnels eux-mêmes peuvent se retrouver des fois maltraitants sans le vouloir, des fois même par bienveillance, pour se retrouver. Et ça fait le lien aussi avec, je pense, avec Photovoice, c'est ce que vous disiez sur Cocovelten. Je ne sais pas si vous attendiez à des retours qui visiblement ont été quand même critiques, avec peut-être qu'on peut le rapprocher à cette question-là de la maltraitance, de personnes qui disent oui, c'est très bien, je suis bien, le lieu est sympa et tout, mais avec des choses qui relèvent de choses relativement violentes pour les personnes, même dans les règles de base, hein, CHRS, même si c'est plus ouvert, on est aussi sur des limitations de droit quand même, malgré tout. Et peut-être que là, il y a des frontières aussi avec la question maltraitance qui peuvent du coup être posées et qu'on peut aller regarder de manière un petit peu différente. Il y avait des questions. Juste une seconde, je voulais juste faire écho, en fait, donc désolé, faire écho aux travaux d'une collègue suisse qui a écrit un ouvrage qui s'appelle Prévenir les situations de maltraitance en institution. C'est très intéressant parce qu'il y a eu tout un travail de définition là aussi de la maltraitance active, de la maltraitance passive, donc ce qu'on appelle les négligences. Et elle a travaillé, c'est une recherche-action qu'elle a menée avec des personnes qui ont une déficience intellectuelle qui vivent en établissement, et avec des familles et avec des professionnels. Et c'est très intéressant parce qu'ils ont bâti des scénarios flous, c'est-à-dire où on peut, le doute est permis, ambigu. Et quand ils ont présenté les scénarios devant les résidents, devant les personnes avec déficience intellectuelle, elles ont qualifié les actes de maltraitance là où les professionnels et les familles n'ont pas fait. Et c'est là aussi, c'est de voir voilà, quand on éprouve dans son corps, en fait, la sensibilité que ça crée à cette situation. Et vraiment, c'est une très belle recherche. Et même la question. Manomas, elle s'appelle Manomas, elle s'appelle M-A-2-S-E. Et ça s'appelle prévenir les situations de maltraitance. En institution, mais si vous tapez Manomas, maltraitance institution, vous allez trouver ça. Merci beaucoup. Avant la fin, il y a un code de Madame Malinot, je pense que non. Moi, je voulais témoigner de ce qu'on peut voir actuellement dans nos travaux d'accompagnement aux établissements et services médico-sociaux. Dans le cadre de l'activité, je suis directrice d'un centre de soins en Île-de-France. Et sur les questions de maltraitance, l'analyse qu'on en fait, c'est que de moins en moins existent des endroits où les gens peuvent échanger au sein des institutions, où ils peuvent échanger des problématiques qu'ils rencontrent. Les équipes, tant de direction que d'accompagnement. On a accompagné telle manière. Mais non. Je vous assure, effectivement, dans ces lieux où on vit des foyers, des trucs, nous aussi, on en souffre. Moi, j'en parle en tant que présidente, mais moi, là, beaucoup, je cherche. Alors, il est tout fini. Là, oui, c'est vrai. Juste pour dire, il n'y a pas besoin d'être étranger. Même nous, même moi, en étant dans les institutions depuis voilà. Quand on passe par l'hôpital psychiatrique, quand on passe après par le CMP, quand on passe par les actes et tout ça, et qu'on nous ressort, toi, tu es malade, tu fais ce qu'on te dit et puis tu te tais, c'est la même chose aussi. Donc, voilà, je pense qu'on est tous logés à la même enseigne quand on passe dans les institutions. C'est pour ça que le rôle de capacité aussi, c'est de porter la parole des personnes qui sont… D'ailleurs, il faudra qu'on vous voit d'ailleurs à la fin pour… C'est essentiel ce qui vient d'être dit, c'est aussi du coup le rôle de ce type d'expérience que vous nous avez présenté aujourd'hui dans cette possibilité de pouvoir déjà exprimer les situations vécues. Et puis, on en revient sur la question des effets de ça. Après, sur les structures, il y a déjà des espaces et je pense que, du coup, dans ce que vous nous avez montré, il y a quand même ça, le fait de pouvoir exprimer
ou ces colères-là, ou ces doutes, ou ces questions. Et puis ensuite, la question des effets, par contre. Oui. Pardon, je voulais juste, mais c'est par rapport à ce qu'a dit madame et monsieur, que je rejoins complètement et qui sont très vrais. Je pense qu'il y a un gros travail d'accompagnement des professionnels aussi, qui effectivement sont sous contrainte, mais qui ont besoin aussi effectivement de temps d'analyse de situations qui peuvent être complexes, de se dire, ben, toi, qu'est-ce que tu en as passé? Là, j'ai un problème. On aurait pu réagir comme ça. Et il n'y a pas forcément de bonne réponse, mais par contre, il y a une analyse collective qui fait que on pourra mieux comprendre la situation et puis voilà, et trouver une réponse plus adaptée. Et pareil, je pense que la paire aidance est complètement essentielle aussi pour ouvrir le regard et donner cette culture aussi de la bientraitance. Voilà, c'est ça. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faut qu'on développe aussi parce qu'il n'y a que comme ça qu'on pourra aussi accompagner les professionnels sur ce que c'est que la maltraitance et comment on accompagne bien les personnes. Madame Maïa, s'il vous plaît. Et puis ça fait toujours chose. Oui, vous? Oui. Bah, putain, vous disiez ça. Non, mais c'est vrai, parce que c'est pas grave. Nicole Paspatis, je suis advocatie Paris Île-de-France. Je suis père avocate aussi, par la même occasion. C'est-à-dire qu'en tant que père avocate, j'ai suivi une formation en pratique de père advocacy avec l'association advocacy pour trouver des solutions, des moyens de self-help, voilà, d'autodéfense, de manière collective aussi, bien entendu, ne serait-ce que pour savoir désamorcer des situations conflictuelles qui peuvent être utiles. Ce sont des petits outils qui ont été mis en place par des personnes concernées elles-mêmes aussi. C'est un travail de recherche-action qui a été mené par un certain nombre de bénévoles, d'adhérents et même de personnes qui ont adhéré spontanément. Et ces petits outils sont à la portée de tous, puisque nous avons mis cette formation sur Internet. Ce qui m'interpelle dans ce que j'ai entendu, alors, pardon, mais c'est un peu compliqué dans l'institution de faire entendre la voix des personnes concernées. On est tous d'accord là-dessus. Mais vous savez sur quel terrain vous vous avancez à la DGCS, à savoir qu'une entreprise comme Unesat ou comme un foyer qui héberge des personnes sur du long terme en général, il y a des habitudes qui s'installent et les personnes se taisent, surtout quand elles sont en situation de handicap psychique, qu'elles n'ont plus de soutien et de famille autour d'elles, elles restent. Et quitte à aller ramasser un mégot de cigarette par terre parce que aujourd'hui elle n'aura pas le droit à sa ration de cigarette, elle va le faire et elle va se taire. Est-ce que c'est une situation de maltraitance? Est-ce qu'on va quantifier tel degré de malveillance alors qu'on sait que pertinemment, en fait, le directeur de l'établissement, et ça, j'ai entendu, c'est un cas qu'on a eu cette année, il n'y a pas très, très longtemps, puisqu'on a été alerté par un éducateur qui ne savait plus à qui s'adresser, puisque le directeur de l'établissement lui a dit, mais en fait, la convention des personnes handicapées, elle n'existe pas à l'intérieur de l'établissement. Au final. Et il savait qu'en écrivant un supérieur, il mettait en balance son poste. Déjà, l'établissement lui-même n'existant pas dans la convention, normalement, l'institution n'étant pas. Cette réalité de terrain, malheureusement, ce qui me gêne un petit peu, pardon, je n'ai peut-être pas tout suivi de votre présentation parce que je suppose quand même que c'est beaucoup plus vaste que tout cela, c'est que la place des acteurs de terrain, ce n'est pas seulement les professionnels d'un côté, mais inclure les personnes concernées dans ces commissions. Il reste 7 minutes. Comme madame tout à l'heure, on va laisser parler un petit peu. C'était parfait. Et c'était très bien, donc merci beaucoup.
Je voudrais revenir sur l'échange qu'on a en ce moment. Je voudrais d'abord dire que j'ai un tout petit peu participé à cette conférence de consensus. Je pense qu'elle est utile et je vous en remercie de l'avoir mise en œuvre. Je remercie aussi Lydie Gibet qui est là de nous avoir rappelé que ça serait bien quand même qu'effectivement les professionnels aient aussi des espaces pour penser, élaborer et pas seulement être dans l'action qui leur limiter et dans leur rendre compte. Ça fait partie des soucis actuels. Mais je pense que c'est quelque chose qu'on n'entend peut-être pas bien, il y a plusieurs fois dans cette salle. Et je pense aussi que les professionnels ont besoin de mieux comprendre les expériences vécues dans nos établissements et que ça ne passera pas sans écouter les personnes et pas seulement analyser leur situation. Donc il faut un deuxième outil et pas seulement l'analyse des situations. Bah, écoutez, c'est pour ça qu'il faut qu'on travaille ensemble, en fait, je pense. Et effectivement, qu'on pense tous ces outils. De toute façon, le national ne peut pas travailler sans le territorial sur ça, sans les professionnels, sans les personnes concernées. Et effectivement, tous ces outils, voilà, il faut qu'on arrive à penser. Et on voit que notamment, je pense que les démarches de recherche participative, collaborative, elles peuvent vraiment aussi aider ça, parce que du coup, ça met les gens sur des choses relativement concrètes. C'est ce qu'on a vu avec PhotoVoice ou d'autres, autour de situations qui peuvent voilà, vraiment permettre de faire certaines choses. Oui. Et là, vous demandez aussi du temps pour les personnes, pour que les professionnels puissent se poser, réfléchir, comprendre les situations, effectivement, je trouve que c'est essentiel. Et je vais souligner aussi, tout à l'heure, on a parlé de la place des co-chercheurs. Vous êtes très d'accord avec moi, Anna et Ada, sur le fait que c'était très, très dur. Que ce soit en termes d'énergie, en termes de temps, c'était épuisant, c'était un énorme travail. Ce n'est pas une simple recherche. Les personnes, ce n'étaient pas des sujets de recherche qu'on a interrogés, vous avez participé à la recherche. Enfin, je sais que c'était très, très, très dur pour vous. Et donc, moi, je suis salariée, je suis en thèse chiffre. Donc, moi, je reçois une paye. Moi, c'est mon travail, c'est des personnes de responsabilité. Vous avez déjà toute votre vie. Enfin, les personnes qui vont participer, elles ont déjà toute leur vie qui est extrêmement difficile à gérer. Et en plus, on va vous demander, OK, alors maintenant, si vous... Enfin, c'est un peu bête ce que je vais dire, mais si vous voulez avoir des droits quelque part, il faut participer. Il va falloir faire des efforts supplémentaires. Et donc là, pour la recherche-action, on avait une toute petite indemnité, mais c'était vraiment ridicule et ça ne représentait absolument pas du tout le travail que vous avez fourni. Et du coup, je pense qu'il faut aussi réfléchir dans le développement de la pérédance, je pense que là, on touche à quelque chose de très, très important et peut-être aussi financer des choses pour que les personnes au sein des institutions puissent aussi participer à ce genre de... Et que ça se démocratise aussi, pas qu'il y ait un temps pour les professionnels, financer pour les professionnels, mais financer aussi pour les personnes. C'est la question de la rémunération de la participation. Je pense qu'on l'a abordé un petit peu aussi avec vous sur le côté bénévole, mais vous disiez que vous étiez en même temps salarié de l'entreprise. En gros, voilà, c'est un peu vous là-dessus. Moi, je pense que c'est une question centrale, la question de la rémunération. Plus on dit on veut développer des projets, et on voit bien avec ce que vous dites, avec des niveaux en fait, d'investissement, d'expertise. On ne demande pas juste aux gens de raconter leur vie, mais d'être dans juste du témoignage, mais vraiment d'apporter de l'expertise construite, etc. Et ça, c'est du travail. Enfin, en tout cas, je travaille dans un collectif qui s'appelle Soif de connaissances. On essaye de faire en sorte que les personnes puissent être rétribuées systématiquement sur ces temps-là, qui ne sont pas des temps d'entretien où on discute, mais qui sont des temps où elles produisent de l'expertise. Voilà, juste pour rebondir sur nous, parce que nous, c'est l'ADAPEI 56. Il y a plusieurs ADAPEI, mais les autres ADAPEI, voilà, on est breton. Les autres ADAPEI, par exemple, ne payent pas forcément. Donc, les autres, c'est leur temps le 35, par exemple, c'est leur temps libre. Donc, voilà. C'est et bénévole aussi, oui. Voilà, c'est ça aussi. Ouais, ça, c'est une question centrale. Il nous reste 3 minutes. Moi, juste une prise de parole. Juste une petite suggestion en passant. Je me dis, est-ce qu'il est possible que parmi ces accompagnateurs, ces éducateurs, qu'on puisse retrouver des personnes vraiment qui ont connu des situations difficiles, qui pourraient dans la suite nous prendre en charge. Parce qu'on retrouve des personnes qui ne savent rien de la souffrance, de l'immigration, de tout. Et c'est un peu difficile pour eux de traiter des cas comme les nôtres, quoi. C'est intéressant, c'est que pour le couper, il vient de nous avertir, arrêter. On se fait taper dessus. C'est que, là, un truc. C'est ce qu'on appelle les pères des dons.
C'est quand quelqu'un a Un grand merci à dernière prise de parole. Pardon, on évite les discussions. Parce que là aussi. On évite les... On arrête. Pardon. S'il vous plaît, madame. Vous prenez après si vous voulez. Il y avait une dernière prise de parole. Allez. Et pour madame, c'est vrai que quand vous dites la série derrière, vous n'êtes pas aidé pour les papiers. Bon, alors, il y a une matière, j'ai un exemple, je suis au compagnie d'habitat humaniste, qui se trouve à Lorient, en Bretagne. Et donc, qui aide les migrants qui arrivent à faire leur papier, ils ont un logement pour commencer dans la vie. Ils aident aussi dans les papiers. Mais pas partout, je suis d'accord avec vous. Merci. On va arrêter là, s'il vous plaît. Merci à tous. Là, il faut essayer. Les professionnels, on fait pareil à eux. On l'État pour le fait, et que ça, ils vont. Merci à la Bretagne. Vive le Nord.